Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de la Minute de Code pour une toute nouvelle vidéo du Coffee Dev Time. Et aujourd'hui, on va parler de freelancing et de développement web. Pour ça, j'ai un invité qui est Brice, vous l'avez sûrement croisé sur TikTok et les réseaux sociaux. Il balance quelques tips sur le développement web, sur la motivation, sur le développement personnel et surtout sur le freelancing en développement web. On va donc éplucher divers sujets comme comment facturer correctement ses clients, comment ne pas surcoter ou sous-coter ses compétences, comment établir les meilleures stratégies et garder la motivation car le freelancing c'est le multicasquette, on va faire plusieurs tâches, ça va au-delà de nos compétences traditionnelles. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire, sinon c'est parti, let's go pour l'épisode. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Brice, un développeur web passionné qui ne se contente pas que de coder mais qui partage aussi des conseils précieux pour réussir en tant que freelance. Brice c'est la personne à écouter si vous voulez apprendre à mieux gérer vos projets, à gérer vos factures et vos clients correctement et surtout rester motivé dans ce milieu qui est très exigeant. Que vous débutiez et que vous soyez déjà en activité, il a des astuces concrètes et des expériences inspirantes à partager. On va parler de freelancing, de développement personnel et des clés pour faire de votre carrière de développeur une vraie réussite. Croyez-moi, cet épisode est une petite pépite pour tous ceux qui veulent progresser, autant dans leur métier que dans leur mindset. Donc nous sommes avec Brice. Merci Brice d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté le jeu et bienvenue à toi. Merci à toi, Jonathan. C'est un plaisir de participer à ce format. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Bah, Et merci. c'est l'une de mes rares fois sur YouTube, donc l'une des premières. Merci à toi et plaisir partagé. Et on va donc parler, comme je disais en début de vidéo, de freelance. On va parler de compétences au niveau des développeurs, de comment on peut vendre du coup ses compétences et Mhm. surtout comment on peut facturer du coup à un client tout en restant juste, sans surcoter ou sous-coter ses compétences. Et comme tu es expert dans le domaine, je rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas, ou pour ceux qui te connaissent également, peu importe, petit rappel, que Brice balance des petits tips sur le freelancing au niveau du développement, sur comment se développer, etc. Si je me trompe pas, hein, arrête-moi si je me C'est ça. trompe. De très bons Non, conseils. D'ailleurs, je vous conseille d'aller checker ses comptes de réseaux sociaux. Je vous mets bien sûr les liens en description. Et c'est donc, on va gentil. aborder ce fameux sujet-là, très important, qui revient souvent d'ailleurs dans mes lives concernant les commentaires. C'est déjà comment trouver des clients. Ouais, grande question déjà, première question. Comment La se vendre fameuse et question. comment trouver ses clients? Ok. En plus, j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps, donc j'ai la mémoire claire. Euh, de ce que j'ai pu voir, il y a trois types d'axes sur lesquels on peut s'appuyer. Mhm. Numéro un, on va dire, il y a les plateformes. C'est tout ce qui est Malte, coder.com, Upwork. Euh, c'est là où on s'inscrit de base pour avoir des clients qui tombent tout seuls. Spoiler alert, ça marche pas vraiment comme ça, en tout cas plus vraiment aujourd'hui. Ensuite, il y a la prospection, qui est le fait d'aller parler nous-mêmes à un client potentiel pour essayer de lui vendre un service ou de le conseiller. Et le dernier axe que j'ai noté, c'était la création de contenu. C'est ce que moi je fais, puis c'est de là que viennent 95% de mes contrats. Donc, mais je peux quand même donner des tips ailleurs parce que je me suis pas mal renseigné sur le reste. Euh, et sur la prospection, j'ai eu quelques résultats. Au niveau, du coup, des plateformes, il faut savoir que le marché, depuis quelques années, est très saturé. Il y a énormément de monde sur les plateformes. Et je pense qu'il y a peut-être un 10-15% des gens qui sont inscrits qui prennent la majorité des contrats. Donc, c'est important de travailler comme si c'était un site web sur Google. Sauf que c'est pas un site web sur Google, c'est un profil sur une plateforme. Mais c'est la même chose, c'est du SEO, c'est du référencement. Et il faut comprendre ce que les plateformes veulent pour mettre en avant un profil. Parce que de la même façon que Google va faire confiance à un site web, il y a d'autres sites web qui le réfèrent, euh, les plateformes vont faire confiance à un profil s'il y a déjà des entreprises qui ont travaillé avec. Et Mm. c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'on se dit, ok, mais comment on fait si on a juste pas d'entreprise ou peu d'expérience ou juste on s'est jamais inscrit dessus. Mais ce que je conseillerais, c'est de trouver d'abord des clients ou des expériences de son côté avec son réseau proche. Il y a forcément un proche qui a besoin d'un site web ou de quoi que ce soit. On le fait vraiment pas cher, mais c'est juste pour se lancer et on va faire passer directement sur la plateforme. Comme ça, on a nos premiers avis, puis on a nos premières références.
En même temps, il faut toujours faire un texte qui soit vraiment bien au niveau des mots qu'on utilise pour le référencement et des choses comme ça. Et il faut aussi faire intervenir sur certains sites, c'est possible, sur Malte, il me semble, euh, faire intervenir ses anciens clients comme recommandation, parce que je crois que c'est possible. Euh, Ça, c'est pour les plateformes. C'est le mieux qu'on puisse faire, mais les avis, c'est hyper important. Et c'est comme ça que la plateforme fait le plus confiance. Ça a plus les mots-clés utilisés. Après, il y a des techniques comme dans tous les domaines que je vais citer. C'est qu'on peut faire par exemple des sites web qui soient faits. Si je prends l'exemple des sites web, on peut aller sur une niche, mais, euh, mais ça marche mieux sur les deux autres axes que je vais décrire. Donc, une niche, c'est un domaine qui est concentré. Par exemple, si vous faites des pages d'accueil pour des startups, c'est vraiment plus concentré, fait que la personne va se sentir directement concernée quand elle voit le profil. Si on le met dans les mots-clés de la description. Ensuite, la deuxième chose, c'est la prospection. Et la prospection, c'est pas facile. Et c'est vraiment un terrain de jeu qui est difficile à la fois mentalement et en termes de temps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas commencé par là. C'est parce que, en fait, la prospection, c'est appeler du monde, envoyer des messages à du monde et se faire rejeter beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'à ce qu'il y en ait un qui accepte. Et c'est pas facile à appréhender, simplement parce que quand on commence, on n'a sûrement pas beaucoup confiance, on sait même pas trop où est-ce que sont nos prix, on n'a pas eu d'expérience, et qu'on peut pas assurer au client ni répondre vraiment à toutes ces questions, parce qu'on va se faire un avis et à travers l'expérience, on saura quoi répondre par la suite. Et c'est comme ça qu'on gagne la confiance et qu'on a plus ce syndrome de l'imposteur aussi, on pourra en parler peut-être. Mais c'est vraiment d'aller cibler des personnes. Et je sais qu'il y a du monde qui ont beaucoup de résultats avec ça, parce qu'ils sont très mathématiques. Ils disent, OK, sur 100 appels que j'ai passés, il y en a forcément 5 qui vont répondre positivement. Et donc, c'est un job un peu d'acharné. Il faut pas arrêter, puis il faut continuer. Après, il y a plein de choses qu'on peut améliorer au niveau du speech de vente. On peut se positionner, mais encore là, c'est d'autres compétences connexes qui sont de la vente, qui comme, au lieu de dire, OK, vous appelez le prospect, vous lui dites, ah, je suis développeur freelance avec les stacks JS, et il va pas savoir ce que c'est. Bah, je peux vous faire un site web qui va vous améliorer votre chiffre d'affaires avec la réservation directe. Là, il va peut-être être un peu plus intéressé parce qu'il voit directement l'apport qu'il peut avoir de votre service. Donc ça, c'est au niveau de la prospection, il faut toujours arriver avec quelque chose à offrir à quelqu'un, évidemment rémunéré, mais quelque chose à offrir à quelqu'un quand même, qui puisse l'aider lui. Et globalement, dans tous je reviens un petit peu plus sur une approche macro, dans toutes les approches, il faut que vous aidiez la personne dans tous les cas. Donc ça me fait une transition sur le contenu. Et le contenu, la meilleure méthode pour attirer du monde et pour avoir des gens qui vous suivent, c'est d'aider les gens, simplement. Si vous aidez vos prospects potentiels, eh ben, ils vont avoir confiance en vous parce qu'ils vont voir votre maîtrise de certains sujets. Et par la suite, ils vont être tentés de travailler avec vous si jamais ils ont un problème dans telle maîtrise que vous avez. Donc, au niveau du contenu, il y a vraiment un plan à faire. Il faut savoir identifier les prospects que vous avez pour aller chercher les intérêts du prospect et les ramener sur vos vidéos. C'est pour ça que tu vas en parler un petit peu, je pense, au début, mais j'ai un type de contenu qui est un petit peu plus développement personnel. C'est un des sujets sur lesquels je connecte avec mon audience et mes prospects. Parce que j'adore consommer ce genre de contenu. J'aime bien me remettre en question, puis aller parfois trop penser à des trucs qui mériteraient pas qu'on y pense trop, mais c'est pas grave, c'est une de mes passions. Et c'est aussi une des passions des gens qui entreprennent en général. Et les gens qui ont besoin d'un site web, avec des freelances, pas spécialement des agences, c'est des gens qui startent en business et qui peuvent être amenés à regarder ce type de contenu là aussi. Donc, donc c'est ça, il faut trouver un équilibre entre sa technique et le type de contenu que l'audience peut regarder. Si maintenant, je sais pas, vous voulez vous spécialiser sur des sites web ou des applications, mettons, vous vendez une application pour les boulangers pour qu'ils puissent prendre des commandes. Là, on est encore très spécifique.
et que vous voulez promouvoir ce service-là, bah, dans ce cas-là, vous allez parler de boulangerie et de web. C'est c'est à peu près le concept que je tiens à donner. Et toujours donner de la valeur, donner des astuces, donner des conseils. Parce que si vous faites juste montrer votre travail, malheureusement, il y a très peu de chances pour que ça prenne. À part si vous êtes un technicien et un designer de fou furieux et que vous arrivez à faire des vues juste avec votre travail, sinon c'est vraiment compliqué. Et encore là, dans le contenu, après, si on va un petit peu plus en détail, dans la construction des choses, il y a différentes façons de le faire à peu près sur tous les formats et tous les types de plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, LinkedIn. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire une histoire, il faut faire une promesse au début, c'est les 3 premières secondes, c'est la phrase d'accroche. Et au milieu, mettons, disons que l'introduction sert à rappeler le contexte et rappeler qui vous êtes. Et après ça, vous répondez à la question, à la promesse que vous avez faite pendant les 3 premières secondes. Donc ça, je suis allé un peu plus en détail dans le contenu parce que c'est ce que je fais. Et avec ça, c'est là où j'ai les meilleurs résultats, puis c'est là où c'est le plus solide parce que vous dépendez pas d'une plateforme. Enfin, vous dépendez quand même de TikTok, Instagram, mais c'est quand même plus. Quand vous avez des gens qui vous suivent et qui sont déjà abonnés, c'est plus rassurant qu'une plateforme qui détient l'entièreté de ce que vous pouvez faire, quoi. Donc Rappelle aussi que, voilà. il me semble que tu en avais parlé dans une de tes vidéos, que le nombre de vues ne faisait pas non plus, le nombre de clients convertis. Il me semble que tu en avais parlé, dans une Exactement. de tes vidéos, c'est pas forcément parce qu'on fait beaucoup de vues qu'on aura beaucoup de clients, mais au contraire, cibler plutôt, sa C'est niche, ça. comme tu disais, Exact. mmh. Parce que, bah, en fait, c'était en septembre-octobre, j'avais fait quand même pas mal de vues sur des sujets assez techniques. Parce que normalement, l'approche qu'on donne, c'est on te dit fais un contenu en entonnoir avec du contenu qui marche pour tout le monde et qui intéresserait la plupart des gens en haut, puis le contenu technique en bas qui sert à convertir. Ça, c'est vrai dans beaucoup de domaines, mais dans notre domaine en informatique, je trouve que c'est pas forcément vrai. En tout cas, des résultats que j'ai eus. Parce que le contenu très technique va intéresser beaucoup de monde. C'est là où j'ai fait le plus de vues parce que on, on explique quelque chose, et qu'on débunk quelque chose. Les gens, ils partagent fort, puis ils envoient ça à beaucoup de monde. Mais du coup, on attire plus de développeurs que des clients. Et le contenu, on va dire, qui est un peu plus large, développement personnel dans mon cas, vu que je suis pas, j'ai pas des Lamborghini ou des trucs que les coachs de développement personnel font pour avoir des vues d'habitude, bah, j'en ai moins. J'ai beaucoup moins de vues sur ces contenus-là. À part des fois des sujets très précis qui marchent, mais de manière générale, si je te parle en termes de statistiques, c'est des contenus en dessous de, allez, entre 3 et 10 000 vues peut-être sur TikTok, alors que le contenu technique, je suis plutôt aux alentours des 30 voire 50 000 vues si je travaille bien. Donc, et pourtant, donc, quand j'avais fait beaucoup de vues et enchaîné beaucoup de vues en septembre-octobre, euh, j'avais très peu de contrats qui sont rentrés parce que je parlais uniquement technique. Donc, beaucoup de vues, mais peu de gens qui seraient mes clients qui voyaient mes vidéos en tant que telles. Et c'est un mélange des deux, hein, parce qu'il y a du contenu qui sert à attirer les gens, il y en a un autre qui sert à convertir. Et moi, j'ai eu des retours de certains de mes clients qui me disent ok, j'ai vu une vidéo où tu étais technique, c'était bien et tout. Puis le moment où ils ont décidé de venir me contacter, c'est quand ils ont vu qu'on a le même état d'esprit, puis qu'on pense à peu près la même chose, puis qu'on pense que le travail c'est important et qu'il faut savoir être résilient, et des sujets que je parle dans mes vidéos. Donc, euh, Donc vous êtes donc sur la voilà, même ligne, sur le c'est même, ça. c'est sûr, C'est, ça développe une confiance, automatiquement, Mhm, mmh. exactement. Ça accroche au niveau de la personne en fait, parce que quand vous parlez de ce que vous pensez sur vous-même dans votre vie, c'est quand même assez personnel. Donc ça rapproche automatiquement. Et c'est une des raisons aussi, un avantage du contenu, c'est que la personne, quand elle arrive dans un appel, vous êtes supposé lui vendre vos services, elle vous connaît déjà un petit peu. Puis elle est déjà d'habitude plutôt convaincue de vouloir travailler avec vous. Donc ça, c'est vraiment très bien. Quel conseil tu donnerais toi, à quelqu'un qui veut se lancer en freelance? On s'aperçoit en fin de compte que, quand on veut se lancer à son compte, ça va au-delà des compétences techniques qu'on sait faire. Par exemple, si Sûr. quelqu'un qui sait coder un site internet, puisque va falloir démarcher,
faire du Mmh. marketing, tout ça, ça va au-delà des compétences en soi Ouais. qu'on peut maîtriser déjà. Alors, quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer pour facturer, du coup, comment facturer ses prestations sans se sous-coter et ni se surcoter par Ouais. rapport au profil qu'il a en face de lui? Mmh. Moi, ce que je dirais, c'est que au début, on va commencer de toute façon trop faible, mais que c'est, entre guillemets, «le prix à payer» pour qu'ensuite on puisse facturer un peu plus cher. Parce que les premiers clients, ils vont pas venir tout seuls, malheureusement. Hem, j'ai eu de la chance avec le contenu que ça marche assez vite, mais j'ai quand même fait des prix vraiment, vraiment très faibles au début pour des prestations que j'avais pas forcément, toutes les compétences, pour les faire. Ce qui fait en sorte que maintenant je les ai, puis je peux facturer un peu plus cher, à partir de cette année, parce que c'était des gros contrats sur lesquels j'étais. Mais, basically, il y a 2 façons de facturer. Il y a soit, sous forme de, bah, à l'heure facturée, c'est-à-dire, on fait une estimation, c'est le terme, puis on dit au client: «Ça devrait coûter tant», puis à la fin, en fonction du temps passé, à ce moment-là, on lui dit: «Bah, voilà, ça fait tant, voici la facture». Comme, la plupart des métiers, un plombier ou mais un plombier, de la même façon, il pourrait faire un devis aussi, et là, c'est une autre façon de travailler. C'est qu'avec le devis, on va dire: «Ça va coûter tant», ça va vraiment être tant, même si de mon côté, le temps est dépassé. Fait que c'est à double tranchant. Si ça se passe bien et que ça se passe mieux, c'est cool, j'aurai plus d'argent pour le temps que j'ai passé à travailler. Si ça se passe pas bien, c'est tout de suite, exponentiel vers le bas. Parce que du coup, il y a plus de temps, de travail, surtout avec les bugs, c'est pas facile à prévoir. Mais, c'est ça, c'est sous forfait, enfin devis/forfait. Mais sous forfait, c'est ce qui est le plus facile à mettre en place. Hem, c'est simple, on se positionne sur un tarif horaire, on se dit: «OK, ça devrait me prendre tant de temps». On ajoute, mettons un tiers du temps, dépendamment de la longueur du projet, c'est très flou, hein, mais dépendamment de la longueur du projet, puis des possibles erreurs qu'on pourrait voir à certaines places. Il faut connaître ses compétences aussi, puis, faut envoyer. Et puis c'est aussi simple que ça. Bah, selon moi, et puis j'ai fait des erreurs, puis comme je dis, j'ai été perdant sur quelques contrats au début, mais, heu, ça permet de savoir après comment le faire, puis, comment bien estimer. Parce que une fois quand j'envoie une mission et enfin un devis, et que je sais exactement ce que j'ai fait pour un autre client et comment ça s'est passé, bah, je peux m'ajuster, puis je sais. Fait que c'est des essais-erreurs. C'est comme le contenu, hein. Il faut en envoyer beaucoup pour voir ce qui marche et ce qui marche pas, et par la suite, enfin mais le mode de fonctionnement reste le même. C'est, un certain prix à l'heure, et heu et là-dessus, faut pas se brader trop non plus. Petite précision aussi, parce que si on se met trop peu cher et qu'on a un peu d'expérience au début, c'est correct. Dans tous les cas, vous pouvez vous mettre trop peu cher, ça va être compliqué, mais c'est le «prix à payer» entre guillemets. Mais après, si on se met trop peu cher et qu'on revendique, un certain nombre de compétences et un certain nombre de qualités, si le client il est au courant des autres prix moyens et que vous vous dites: «Non, je vais faire ça pas cher, comme ça je suis sûr d'avoir quelqu'un», et bah, c'est contre-productif. Parce que ça veut dire que la valeur de votre travail que vous avez décidé, par définition, elle est moins haute que celui de l'autre personne qui est peut-être moins qualifiée que vous, mais qui l'a mis plus haut le prix. Le prix, c'est un signal. Puis, c'est un signal qui va faire acheter ou pas la personne. C'est comme si vous voyez un iPhone à 200 dans un magasin, vous allez dire: «Oh, c'est fake». Parce que vous savez ce que vaut un iPhone, tu vois? Donc, ne pas hésiter à suivre, le marché, en fait. Et je suis totalement d'accord avec toi et aussi, ne pas partir aussi sur la facilité, parce qu'il y a beaucoup de clients, qui profitent, hein, qui essaient toujours Ouais. d'avoir moins cher et qui vont dire: «Ah mais votre concurrent, Mmh. il coûte moins cher», et c'est là où il faut avoir justement, comme tu disais, des arguments, en début qui Exactement, donnent confiance au client et lui dire: «Oui mais moi je suis peut-être plus cher, mais on assure exact. de la qualité, de la prestation», et cetera. Mmh. Bah, en fait, c'est très important de faire du suivi avec les autres, et ils vont vous donner un certain nombre d'arguments, alors soit à améliorer, ce qui arrive, ce qui est très bien. Tant que la prestation est pas ratée, c'est correct, ou soit des bons arguments. Puis vous les prenez en note toujours. Vous essayez de voir vos points forts, vos points faibles, et lors d'un appel, il faut savoir, expliquer chaque point et un peu débunker, chaque point,
Et quand vous le savez pas, j'insiste là-dessus. Alors c'est pas toujours le cas, il faut pas toujours le faire, mais quand vous le savez pas, vous pouvez le dire que vous le savez pas. Une question, quelle qu'elle soit, et puis vous pouvez chercher. Je donne un exemple concret. Euh, J'étais en appel avec un client qui a un gros projet, Mm. un assez gros projet. Euh, c'est un petit SaaS, mais je donnerai pas de détails parce que de toute façon j'ai signé des NDA. Ouais. Mais bref, ce qui se passe là-dedans, c'est qu'il me dit ok, est-ce que tu connais, parce que le prix était forcément élevé vu que c'est un gros projet, c'est sur plusieurs mois. Là. Il me dit, il est pas mal convaincu, mais est-ce que tu connais des... J'ai une question pour toi, est-ce que tu connais des entreprises qui ont commencé un MVP avec une agence? Parce que je me positionne en tant qu'agence maintenant, j'ai une agence. Bref, mais un peu préparé qu'en freelance. Il dit, est-ce que tu connais des, des grosses boîtes tech qui ont commencé avec un projet, un MVP, donc le produit de base, qui a été fait par une agence ou par un freelance? Et ma question, ça a été de lui dire, je ne sais pas. Je pense que oui, mais je sais pas. Et je lui dis, mais je vais vérifier pendant l'appel. Puis vu qu'il y avait une bonne relation qui s'était installée, il m'a dit, ok. J'ai été checker. Puis là, je me rends compte que, ok, Tinder, il y a une agence qui a participé au développement du MVP. Groupon, il y a aussi une agence qui a développé le premier produit. Puis j'ai une liste comme ça. Moi, j'ai toujours un chat GPT d'ouvert quelque part, puis un Google à quelque part, lors d'un appel, ce qui me permet d'être relativement réactif. Et, euh, et avec ces arguments-là, normalement, ça devrait aller de l'avant dans le bon sens. Mais je ne le savais pas. C'est juste, il faut être transparent quand même beaucoup. Si on ne le sait pas, on peut le dire. Les gens comprennent, en fait. Mm. Surtout si vous êtes jeune, vous avez le choix de ne pas savoir. Donc, euh, donc voilà, puis ça c'est des arguments que j'ai notés, puis je les aurai pour les prochains appels. Mais, Puis te laisser mais faire voilà, prendre justement par. par une question, mais à aucun moment j'aurais pu imaginer cette question-là. Il y a des choses qu'on voit venir, mais d'autres qu'on voit pas venir. Mm. Et ça dépend des clients en plus. Et Donc voilà. justement, quand tu reçois un client, vu que bah, en tant que freelance, le temps c'est de l'argent, donc je suppose on essaye toujours de faire au plus vite et au mieux, Mhm. bien sûr en respectant le projet. Comment toi tu abordes un client? Est-ce que tu es de la team de ceux qui vont passer par un Warframe, une maquette, ou de ceux qui s'en fichent complètement puisque ils veulent directement coder le projet? Il y a toujours eu deux groupes Ouais, séparés, distincts avec ça. Toi, t'es de ouais. quelle partie? Qu'en penses-tu de... Moi, il faut dire que déjà au niveau de ce que je fais, je suis assez peu fan du back-end, on va dire ça comme ça. Je suis full stack parce que de formation, je suis full stack, puis j'utilise des frameworks full stack pour les projets de mes clients. Mais demain, quand j'aurai mon agence qu'on est en train d'ouvrir, je vais essayer de me déléguer cette partie-là au maximum parce que c'est ce qui me plaît le moins. Et j'adore le côté visuel, notamment les maquettes. Donc je passe quand même une bonne partie de mon temps à faire des maquettes sur les projets de mes clients parce que selon moi, c'est un des points noirs des fois des développeurs. En fait, c'est pas le problème, c'est pas d'être développeur et de pas savoir bien designer, mettons. Le problème, c'est de vendre ça comme un service parfait, je pense. Parce qu'à la fin, si on n'est pas capable de livrer un site web qui respecte un minimum le style, puis le code, puis euh, l'expérience utilisateur, c'est compliqué. C'est compliqué de se. Enfin, je pense que c'est pas une bonne chose, simplement. Donc, en fonction des projets, en fait, global. Non, je fais toujours une maquette. J'ai en fonction des projets, mais ça m'est jamais arrivé de pas en faire. Après, c'est une façon de fonctionner qui me va bien aussi parce que sur mon. J'ai une sorte de projet starter, notamment sur les petits SaaS ou les React ou quoi. Et j'ai déjà des choses qui sont configurées, qui font écho aux 12 lignes de la maquette avec des grids, quoi. Donc, c'est des choses comme ça, mais je pense qu'il faut vraiment une maquette, puis il faut le valider avec le client. Et même contractuellement, ça marche bien parce que dans un devis, on va te dire, ok, on peut pas mettre trop de retouches, mais c'est compliqué à le dire au client. Enfin, c'est compliqué à lui dire, si tu changes un titre, ça va coûter tant. On va pas faire ça non plus. Ouais. Mais mettons, ça peut être très redondant des fois si les gens comprennent pas. Fait que c'est plus clair d'avoir une maquette, puis de savoir bien reproduire une maquette entièrement designée sur un code. Évidemment, dans le devis, encore une fois, on le dit que ce sera pas
exactement conforme, mais on le fait au maximum quand même. Et moi, ce que je dis, c'est que sur mes maquettes, il y a autant de retouches que possible. Euh, Peut-être que c'est pas la bonne technique, je dis pas que c'est la bonne technique, mais j'ai jamais eu de problème là-dessus, ni d'abus, parce que généralement, on trouve un terrain d'entente assez vite. En Et réalité, c'est un gain de temps en plus. exactement. Euh, Et une fois que l'état de la maquette est passé, déjà, ça permet de faire passer un deuxième paiement, parce que c'est une étape bien précise, c'est validé. Et après ça, au niveau du développement, là, je dis, ok, il y a 3 retouches maximum, enfin, 3 ajouts slash retouches. En dessous, il y a une petite phrase qui dit que, j'ai plus mes mentions légales en tête là, mais il y a une petite phrase qui dit que, à la discrétion du consultant, s'il accepte de faire une petite retouche, c'est correct. Puis généralement, c'est pas grand chose, c'est changer le titre, sur des gros projets, parce que sur des projets plus petits, on fait en sorte de mettre WordPress puis un CMS. Là. Mais sur des gros projets, c'est changer la couleur de tel bouton, puis le placer plutôt à tel endroit, finalement rajouter un petit champ dans tel formulaire. C'est des actions pareilles. Je le fais, puis c'est correct. Mais des fois, quand il y a des trop grosses demandes, on pourrait faire ça comme ça, finalement. Ouais, on pourrait. Mais ce serait plus cher du coup. Mais c'est correct, c'est comme ça que ça fonctionne. Quoi. Sinon, on rajoute trop de temps, tout le temps. Quoi. Et ça, c'est important ce que tu dis, parce que justement, ce point-là de devoir s'imposer, ce qu'on dit, le client est roi en soi, Ouais. mais de devoir s'imposer quand même, et c'est aussi notre rôle de guider le Mhm. client à ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire selon le budget ou d'autres critères, peu importe. Mais Ouais, c'est aussi notre rôle en vrai de les guider et leur dire attention, bien sûr. bah là, par contre, ça demande trop de choses ou Ouais, exactement. Et ouais, il y a des gens qui profitent malheureusement. Et surtout quand on débute, j'ai accepté des choses que j'accepterai plus aujourd'hui. hmm, Mais c'est parce qu'il faut le faire, il faut faire les erreurs. Comme pour s'en on le rendre fait une compte, fois, pour c'est s'améliorer. ça. Et là, on se dit, ok, en fait, ça m'a pris 4 jours parce que j'avais pas prévu que le formulaire que j'ai dit que j'allais ajouter à tel endroit, finalement, les champs, fallait les vérifier. Puis finalement, il fallait que je repasse au niveau de la maquette, puis que je modifie mon infrastructure en arrière parce que ça prenait pas les formulaires de telle façon. Enfin bref. C'est des, c'est, euh, c'est des choses qui en impliquent d'autres, qui en impliquent d'autres. On se dit au début, oh, c'est correct. Puis finalement, c'est quand même très long. Et que, avec l'expérience, on l'apprend aussi pour éviter parce que un devis comme ça, mais des fois, ça peut être intentionnel aussi. Hein. Faut le dire aussi. C'est qu'on peut prendre des fonctions qu'on n'est pas sûr de bien faire ou accepter des demandes parce qu'on veut apprendre. Et là, ok, c'est bon. On le prend sur nous, puis on le sait que on va dépasser le temps. C'est pas correct. Et on sait faire la chose à la fin, puis sur le prochain devis, on mettra un prix devant cette prestation-là. Donc voilà, faut jauger. Mais pour revenir à la question du début, c'est que je conseillerais quand même aux freelances, en général, que ce soit dans le web ou dans les applications mobiles, d'avoir quand même une bonne base en design. Parce que je vois trop de projets qui sont pas très beaux. Je sais que c'est pas le métier à la base, c'est pas la formation à la base, mais selon moi, ça prendrait sur certaines formations une petite extension avec les règles en design. Ok, pas mélanger telle couleur sur telle couleur, le Et en, contraste. et en vrai, c'est même un point important à pas négliger parce que bah, que ce soit notre client ou les personnes qui utilisent le site, Mhm, pour eux, ils s'en foutent que ce soit codé avec tel ou tel langage. exactement. Lui, tout ce qu'il veut, c'est quelque chose de beau, moderne et fonctionnel. Donc, Mhm. faut que ce soit beau, faut que ce soit attirant, parce que si c'est pas attirant, c'est vrai que les taux de rebond sur un site, ça peut être fatal, même que ce soit pour le Bah ouais. référencement ou pour. Ouais, chaque détail, chaque friction peut faire partir quelqu'un. Et, euh, et donc, c'est primordial, en fait, pour que le projet du client fonctionne. Parce que, encore une fois, oui, on veut être payé, mais on veut surtout que ça marche pour le client, qu'il soit content, qu'il revienne nous voir pour d'autres missions par la suite parce que son projet marche et que ça prenne de l'ampleur, qu'il nous réfère à d'autres gens. Et ça, c'est pour nos intérêts personnels. Maintenant, pour les siens, on veut que ça fonctionne pour lui simplement parce qu'on veut que son site web fonctionne. Et du coup, bah, il faut travailler sur le design. Il faut faire des choses qui demandent le minimum d'actions possible pour être effectuées. Il faut penser à quelle page on met à quel endroit, parce que tel client et tel prospect est plus habitué d'avoir tel style d'interface. On peut aller loin. Évidemment, faut se mesurer aussi. On n'est pas designer UX avec un diplôme derrière. Mais c'est le genre de questions qu'il faut se poser, je pense. Puis
c'est hyper important et ça fait la différence sur une prestation. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Ça fait, énormément la différence et puis il faut un peu fidéliser le client. Et C'est ça, ça. c'est quelque chose, d'important parce que moi, je suis d'avis, après je sais pas si tu es d'accord avec, ce que je vais dire, parce que je répétais souvent ça. Mmh mh. Les gros projets les «gros billets» entre guillemets, Mmh. ça rentre qu'une seule fois, alors que quand on fidélise le client, c'est un revenu, «mensuel» entre guillemets, c'est quelque chose de Exact. plus régulier et c'est là, en réalité, qu'on gagne de l'argent, même si, bah, le montant est plus minime que la création d'un Ouais, projet, alors je sais pas ce que tu en penses de ça? Heu, bah, c Quelles sont tes techniques toi? Enfin, si tu peux nous les dire, s'ils sont secrètes, je respecte, non, mais pour fidéliser transparent, le client. depuis le début. Heu, je sais pas si j'en ai vraiment. Hem, Tu marches au j'essaie feeling, c'est ça. Bah, il y a des petits détails qu'on m'a fait part, que je peux redonner, mais c'était pas spécialement volontaire. C'est d'avoir un contact qui est rapide. Hem, j'ai des clients qui sont venus vers moi qui me disent: «Oh, c'est cool, tu réponds rapidement» et rapidement, c'est quoi? C'est dans les 2 jours, c'est pas si rapidement que ça, au max du max, mettons et ils me disent: «Ah, mais je passais par telle, personne, puis, prenait 1 semaine à répondre, 2 semaines à répondre, c'était l'enfer». Fait que bon, ça, c'est l'une des choses, j'imagine. Et puis essayer d'aider, encore une fois, c'est comme le contenu, essayer d'aider sur les des sphères, transversales que le client peut j'utilise des grands mots, mais essayer d'aider le client sur, des choses qu'on connaît qui pourraient l'aider. mmh. Hem, Moi, j'ai eu un client qui avait, un SaaS avec, hem, c'est encore bon, c'est presque sorti, je peux en parler, mais, un client qui avait un SaaS, où il faisait appel il voulait mettre en place une page comme un petit site web, pour d'autres professionnels, sous forme, de page de réservation et heu et entre-temps, ici, parce que je suis au Québec, lui il est en France, entre-temps ici, j'ai parlé à une professionnelle qui, elle, était dans le toilettage pour animaux et elle m'a parlé du système qu'elle utilise elle et il y a des choses que j'ai pris les informations que la cliente enfin la prospect parce qu'on n'est pas ensemble, elle me dit: «Ah j'utilise tel système, c'est super cool, puis, il y a tel, process». Fait que là je l'ai renvoyé à mon autre client, puis, il me dit: «Ah c'est génial, on pourrait faire ça» et là on a un nouveau contrat. Puis c'était pas dans mon but qu'il me demande de le faire. Mon but c'était de l'aider parce qu'il avait besoin d'un système comme ça. Puis ce système-là fonctionnait, ailleurs donc, on peut l'adapter au domaine. Puis même, s'il y a des questions, je sais pas moi sur, le juridique, sur les mentions légales. C'est pas notre travail à la base, mais on peut référer, on peut, inviter dans des groupes. Je sais pas si, par exemple, vous êtes dans des groupes entrepreneuriaux en France, vous pouvez peut-être référer, à un autre professionnel, puis essayer de donner au maximum ce qui n'est pas, du temps, ce qui est plutôt de la connaissance, et ça, je trouve que ça fait vraiment la différence. En fait, la personne nous voit comme un collaborateur plus que comme un prestataire, quoi, tout Et puis simplement. ça fidélise la confiance, encore C'est plus. ça, On se dit: «Ah bah tiens, il a pensé à moi parce que je lui avais parlé de telle ou telle fonctionnalité et il exactement. m'apporte une solution». Donc Mmh. automatiquement, bah, il a pensé à toi pour, tout de suite Ouais. un échange, fluide. Ouais, exactement. Mmh. Puis, après, ça dépend des gens, mais moi j'aime beaucoup faire des appels. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je suis assez extraverti donc, ça tombe bien. Mais, lors des appels, j'hésite pas à expliquer des choses, à expliquer comment ça fonctionne. Mais c'est lié aussi au fait que je fais des vidéos donc j'aime ça. Mais, mais expliquer au client, puis essayer de l'apporter de l'aide sur la façon je sais pas comment il met ses prix sur, sa plateforme, sur quelle base, puis dire: «OK, on pourrait fonctionner en fait aussi en crédit». C'est des choses qui fonctionnent dans l'IA, peut-être que ça marcherait sur ce type de prestations. Mmh mh. Enfin bref, c'est vraiment de l'aide, en permanence, que ce soit pour attirer les gens sur du contenu comme pour les fidéliser, c'est collaborer avec la personne, essayer de l'aider, tout en ayant une relation professionnelle quand même, quoi. Et justement, bah, le freelance, avec tout ça, on s'aperçoit que c'est, comme on disait au début, multicasquette. On court un petit peu de droite à gauche puisque ça va au-delà de nos compétences, donc on Ouais. est amené à «tout faire» entre guillemets. Mmh mh. Et bah, toi, comment tu fais pour garder cette motivation? Parce que c'est pas facile tous les jours. Il y a Ouais. beaucoup, de burn-out, peu importe le métier, mais il y a beaucoup de gens qui font des burn-out
parce qu'il travaille énormément. Comment toi tu t'organises? Comment tu gardes cette motivation? Comment tu gardes cette limite entre, ta zone de travail, puis, bah, ta vie, «privée» entre guillemets, pour C gérer, c Ouais, ça dépend des périodes. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé vraiment trop de choses, puis je pense pas encore avoir la réponse. Mais, il y a toujours des périodes de grosse motivation, puis des crashs, puis on se relève, puis on se redit: «OK, on est reparti», puis c'est c'est avec les habitudes. Au bout d'un moment, ça devient au début, c'est: «Oh, c'est ma passion, c'est génial». Puis ça devient de plus en plus un travail, fait qu'on trouve des passions ailleurs, puis dans d'autres domaines. Puis, on arrive à s'intéresser, à d'autres choses qui fait en sorte que et puis il y a toujours, cette motivation profonde qui est par derrière, qui est comme: «OK, la liberté». C'est c'est la motivation première, je pense, pour beaucoup de monde et c'était la mienne. C'est de pouvoir, être libre, en fait, en termes, géographiques et en termes financiers, évidemment, aussi. Donc, plus c'est je le vois comme un jeu vidéo. Il y a des il y a des zones où, c'est compliqué, où il y a plein de combats, où on est au bord, on n'a plus beaucoup de vie. Puis forcément, par derrière, il y a une récompense. Il y a des gemmes, il y a quelque chose. Mmh mh. Parce que il y a rien qui arrive, pour rien, selon moi, selon mes croyances et si on bûche pendant un certain moment, c'est souvent pour avoir quelque chose par derrière, heu et c'est comme ça. Puis c'est pas toujours vrai, mais j'ai pas de réponse très concrète à donner là-dessus. Juste que il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer apprendre, il faut Faut pas aimer avoir peur entreprendre. de faire des erreurs aussi. Exactement. Il faut savoir faire des erreurs, puis s'en rappeler aussi. Mmh. Ou bien les refaire, puis vraiment s'en rappeler après. Mais il y a pas mal de façons différentes, plusieurs motivations, mais personnellement, moi, c'est vraiment la liberté. Et les moments les pires, je suis comme: «OK, en fait, je travaille de 6 heures à 23 heures. Bah, évidemment, je fais des choses dans la journée quand même, mais c'est toute ma vie actuellement Mmh mh. et je suis comme: «OK». Est-ce que mais en fait, je repense aux quelques temps que j'ai fait dans des boîtes, où j'avais un 9 heures à 17 heures mettons, dans une agence ou quoi et je me dis: «J'aime quand même plus ma vie actuellement qu'avant» et si on travaille autant, c'est pour, à un moment donné, avoir, du temps justement parce qu'il faut bûcher faut de l'argent pour être libre malheureusement. Même en termes de temps, si on travaille autant, c'est parce qu'on n'a pas le choix pour avoir de l'argent pour ensuite être libre. Techniquement, on doit travailler bah, faire plus de salaire que ce qu'on aurait besoin pour ensuite pouvoir investir, puis, avoir une base et des contrats qui sont récurrents. C'est vraiment, motivation de vie, quoi et après, c'est la discipline, over la motivation parce que la motivation, elle est là à certains moments. Comme je dis, il y a les moments de grosse motivation, puis ça s'estompe, puis on travaille, il y a un crash, ça reprend. Dernièrement, l'une des meilleures, organisations qui avait marché, c'est que pendant 2 semaines, je suis absolument bah, pas 2, 3 semaines dans un mois, je suis, très, très focus puis, discipliné et puis on enchaîne le travail, le sport et tout le reste et pendant une semaine, on prend ça un peu plus relax. On travaille quand même, mais on prend ça un peu plus relax. Puis après ça, ça reprend sur les 3 semaines. Au fil des mois, ça marche bien, mais dernièrement, ça a plus trop marché avec les fêtes et tout ça, donc c'est pas Ouais, c'est vrai que les c'est gens pas ils la focalisaient, solution parfaite. mmh. Donc ouais, j'ai juste donné plein de choses différentes, j'ai pas vraiment de solution là-dessus pour le coup. Du coup, c'est, le moment du quiz. Je vais te poser une vingtaine de questions pour permettre, aux gens qui nous regardent de mieux te connaître. Mmh mh. N'hésitez surtout pas, je me répète, à aller checker ses réseaux sociaux, hein. Je vous mets bien sûr tous les liens en description et allez voir un petit peu ce que fait Brice, que c'est très intéressant. Tu as de très bons conseils et Merci je bien. le pense sincèrement et du coup, je vais te poser une vingtaine de questions et le but, c'est de répondre en tac au tac. Donc il y aura des questions, pardon, sur des technos que tu utilises ou des questions un petit peu bateau qui sont là pour te déconcentrer. Donc OK, si tu es prêt, bah, c'est parti. Alors tu es plutôt travailler tard le soir ou plutôt travailler tôt le matin? tôt le matin. Front-end ou back-end? Front-end, Travailler en musique ou en silence? Tu musique, préfères un client qui répond trop vite ou un client qui met 3 jours à répondre? trop vite. Mac, Windows ou Linux? Mac, Café ou thé? café, Facturation au forfait ou à l'heure? forfait, Slack ou Discord? Discord, Coder un projet fun mais complexe ou un projet simple mais ennuyeux? fun mais complexe, Ton framework préféré?
Flutter actuellement. Tu préfères travailler dans un coworking ou à domicile? Coworking. Ton langage de programmation que tu trouves surcoté? Euh, Python. Celui que tu trouves sous-coté? JavaScript. Il est pas sur sous-côté, mais je l'aime bien. Un bug mémorable qui t'a marqué? Euh, c'est pas un bug en tant que tel, mais c'est configuré Docker. Ça a laissé une trace rouge sur Un cauchemar. mon OS. Ouais. Tu préfères travailler avec un client exigeant mais clair ou un client relax mais vague? Exigeant mais clair. Ton éditeur de code préféré? Windsurf AI actuellement. Tu devais donner un conseil en une phrase qu'on t'a donné à toi en tant que freelance au début. Il faut persévérer, tout simplement. Tu préfères travailler en ville, à la montagne ou au bord de la mer? À la montagne. Quel est ton grand plaisir après une grosse journée de travail? Aller sortir avec des amis au bar. Et ben voilà, tu as réussi le quiz. Malheureusement, je n'ai pas réussi à te déconcentrer. Waouh. J'ai donné des réponses un peu taquines parfois. Je vais voir ce que ça donne. Mais c'est réel. Tout ce que j'ai dit est vrai. En tout cas, ça a été un grand plaisir de t'accueillir sur cette émission. Je te remercie encore énormément d'avoir accepté l'invitation et d'avoir Euh, suivi le jeu. Merci à toi. T'as fait beaucoup d'éloges sur mon travail, mais je tiens à en faire aussi sur le tien. C'est vraiment incroyable tout ce que t'envoies, que ce soit sur TikTok, YouTube. T'arrêtes pas, c'est fou. Je sais pas où tu trouves autant de temps pour faire des formations, des choses. C'est incroyable. Puis c'est des beaux conseils. Moi, j'ai retiré pas mal de choses quand j'ai commencé, de ta part aussi. Donc, je tiens à le souligner. Donc c'est un honneur d'être là pour vrai. Je suis très content. Bah, je te remercie en tout cas. C'est un plaisir partagé. N'hésitez pas à checker les réseaux sociaux de Brice, hein. Je vous mets toujours les liens en description et vous pourrez accéder à tous ces réseaux sociaux. Tu as peut-être un petit dernier mot pour la fin? Euh, Un je dernier dirais à tout le monde de persévérer, de croire en vous et de pas lâcher. Et de se remettre en question aussi, mais de surtout pas lâcher. C'est tout. C'est important. Ouais. Et croire en Ouais, vos rêves. Il n'y a que vous qui va croire le plus à vos projets. Ça, c'est c'est vrai. ça. Il faut croire en soi pour réaliser ses rêves, simplement. C'est clair. C'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis surtout à bientôt pour un futur épisode du Coffee Dev Time. Ciao, ciao les amis. Très bientôt.